Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du style GTO par rapport au style exploitant. Et on avait dit que quel que soit notre choix entre ces deux stratégies, il fallait de toute façon commencer par étudier la GTO. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les grands concepts de la Game Theory Optimum. Toutes les simulations de toutes les mains qu'on illustre chez Tuto Poker, elles sont donc faites avec le logiciel PioSolver, le solver le plus populaire pour résoudre les mains en fonction de la GTO. Quel est son algorithme, quelle est sa logique pour résoudre les mains qu'on lui donne à analyser? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, il faut rappeler que pour étudier la GTO, on se base sur deux joueurs qui ont un style parfaitement mathématique, un style parfaitement GTO. Si le joueur B avait un gros défaut de stratégie, le joueur A pourrait s'adapter à ce défaut. Il jouerait donc de manière exploitante, c'est-à-dire d'une manière qui vise à exploiter les défauts de joueur B. Dans de nombreuses situations, le style exploitant est meilleur parce qu'il s'adapte aux adversaires. Mais comme on l'a dit dans la vidéo précédente, pour bien jouer exploitant, il faut bien analyser les défauts de notre adversaire et pour bien analyser les défauts de notre adversaire, il faut bien connaître la GTO. Pour bien comprendre la logique du jeu, on va donner à notre logiciel un exemple très basique. On est à la river sur un flop 2-2-2-3-3. Le joueur B est hors de position avec une range composée d'une seule main, pour l'exemple évidemment, qui est paire de 10, et le joueur A une range composée d'une seule main également, la paire d'As. Chaque joueur connaît la range de son adversaire. Ici, elle est composée d'une main pour l'exemple, mais dans un cas de figure normal, les joueurs connaissent quand même la range adverse, grâce aux actions précédentes, à leur range initiale pré-flop. Parce que tout le monde joue GTO dans notre solver. Tout le but des deux joueurs est de prendre la décision qui rapporte le plus de jetons en fonction de tous les facteurs qu'ils ont à leur disposition. Ici, le choix il est vite fait pour joueur B. Avec sa paire de 10, de toute façon, il n'a aucun intérêt à miser. Parce qu'on peut voir que miser 100 jetons ici, ça lui fait perdre en moyenne 100 jetons. C'est plutôt logique, à chaque fois qu'il va miser, de toute façon, son adversaire va le suivre avec la paire d'As et gagner. Donc miser à une expected value de moins 100 jetons. Checker à une expected value de 0, on n'engage pas de jetons et on suivra de toute façon pas la mise adverse parce qu'on sait qu'il a une paire d'As dans ce cas de figure. On va donc checker pour folder à la river. L'expected value ici c'est donc 0, c'est la meilleure solution des deux proposées, c'est donc celle qui nous fait perdre le moins de jetons. Le joueur A lui, avec sa paire d'As, il sait qu'il est contre une paire de 10, il a tout intérêt à miser plutôt que de checker évidemment parce qu'il a la main gagnante, mais quelle que soit son action, il ne sera pas suivi par la paire de 10. Il gagnera donc pas de jetons parce que l'adversaire va se coucher. Son expected value ici c'est égal à la taille du pot, c'est-à-dire qu'il va gagner 100 jetons, qu'il mise ou qu'il check. Maintenant, on va reprendre le même exemple en rajoutant une main dans la range du joueur A, la paire de 4. Le joueur B a une chance sur deux d'avoir la meilleure main, soit il est contre la paire de 4, soit il est contre la paire d'As. C'est encore une fois à lui de jouer à la river. Là, on peut remarquer un premier concept basique mais très utile et trop souvent mal compris. C'est que joueur B, il n'a pas d'intérêt à miser en premier avec une main moyenne. S'il mise et que son adversaire a la paire d'As, il va le suivre et gagner. Et s'il mise et que son adversaire a la paire de 4, il va se coucher. Il n'aura rien gagné de plus dans ce coup. En termes mathématiques, ça donne à peu près ça. S'il mise et gagne le coup, il gagne l'équivalent du pot, c'est-à-dire 100 jetons. Ça arrivera une fois sur deux quand l'adversaire a la paire de 4. Si au contraire l'adversaire a la paire d'As, il perd sa mise de 100 jetons l'autre fois sur deux. Vous vous souvenez de la formule de l'expected value? Ici, elle est facile à appliquer. On gagne 100 jetons quand on gagne, fois la probabilité de gagner, c'est-à-dire une fois sur deux. Et on perd 100 jetons quand on perd, fois la probabilité de perdre, ici, encore une fois sur deux. L'expected value égale 100 jetons gagnés fois 0,5 moins 100 jetons perdus fois 0,5. L'expected value est de 0. Miser 100 jetons, ça rapporte rien ici, c'est EV0. Par contre, checker, ça rapporte des jetons. Et on va voir plus tard pourquoi. Le premier grand concept, c'est que miser avec une main qui ne peut être suivie que par une main meilleure, c'est une action perdante. Il vaut mieux checker pour attraper un bluff ici. L'erreur, c'est de croire qu'on gagne le coup parce qu'on mise, alors que ça rapporte pas plus de jetons. Ici, la situation, elle est simplifiée évidemment, mais la logique, elle reste la même quand on joue une vraie main.
On peut retenir que miser avec une main moyenne, c'est-à-dire avec une main de catégorie 2, une main qui n'est ni un bluff ni une main en value, c'est le plus souvent une erreur. Des deux actions possibles, checker, c'est donc celle qui gagne le plus de jetons. C'est ce que fait le joueur B. Joueur A, lui, il a donc deux mains possibles dans sa range. La paire d'As, il aimerait la miser 100% du temps. En fait, c'est ce qu'on aimerait toujours faire avec nos mains très fortes, les miser 100% du temps. Mais s'il ne misait jamais avec la paire de 4, le joueur B, il finirait par s'adapter au style de jeu de joueur A. Il ne suivrait jamais sa mise, parce qu'il saurait que quand joueur A mise, c'est avec les As. Le but, c'est donc d'équilibrer les mains en value et les mains en bluff pour que joueur B se retrouve avec un choix qui favorise aucune de ces deux actions, suivre ou se coucher sur la mise de joueur A. Ça lui reviendrait exactement au même sur le long terme. Ça a l'air compliqué comme ça et je sais qu'on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, mais je suis sûr qu'un deuxième exemple, ce sera vraiment pas de trop ici. Pour choisir notre équilibrage, il faut se mettre dans la peau de notre adversaire. Ici, on est le joueur A et donc on se met dans la peau de joueur B. Quand joueur B se couchera sur la mise, il perdra donc le pot de 100 jetons. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste le résultat de l'action à la river, pas le résultat de toute la main. On dira donc si on isole son action du reste du coup, c'est-à-dire si on prend en compte uniquement la valeur de son action à la river, qui perdra rien. Son action de folder ici, c'est EV0, c'est-à-dire qu'elle est neutre. Le but en tant que joueur A, c'est de rendre l'expected value de l'action de suivre pour le joueur B égale à l'expected value de l'action folder pour le joueur B. C'est-à-dire de faire en sorte que suivre pour le joueur B, ce soit aussi EV0. On sait qu'on veut miser 100% du temps avec paire d'As évidemment. Pour déterminer notre ratio de bluff quand on est joueur A, on se met d'abord dans la peau de joueur B pour voir combien de fois il doit avoir raison quand il suit. Pour suivre une mise de 100 jetons pour espérer en gagner 200, le joueur B il doit avoir raison une fois sur 3 pour être correct. Une fois où il remporte 200 jetons et deux fois où il perd 100 jetons. Ça, c'est égal à 0. Il peut donc avoir tort 2 fois sur 3 quand il suit. Il faut donc que nous, quand on mise en tant que joueur A, on ait 2 fois sur 3 une main gagnante et une fois sur 3 une main perdante. On veut donc miser 2 fois plus souvent avec une main gagnante qu'avec une main perdante. Vu qu'on doit miser 100% du temps notre paire d'As, on veut donc miser 2 fois moins, soit 50% du temps, avec notre paire de 4. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on mise la taille du pot à la river, on doit le faire une fois en bluff et 2 fois en value. Et que pour ça, on doit aléatoirement bluffer notre paire de 4 ici. Une fois sur 2 et la checker une fois sur 2. Pour décider de notre équilibrage des mains, on se base sur la taille de la mise par rapport au pot. Et on essaye de faire en sorte que toutes les actions de notre adversaire, elles aient une expected value équivalente. Pour une mise de 100 jetons à la river, on bluffera donc une fois sur 2 avec nos paires de 4. Mais qu'est-ce qui se passe si on décide de miser 200, voire même 300 jetons à la river dans ce même pot de 100 jetons? Il se passe quelque chose d'intéressant. En tant que joueur A, on veut évidemment toujours miser 100% de nos paires d'As. Mais cette fois-ci, avec un sizing de 300 jetons, c'est-à-dire 3 fois la taille du pot. La première étape, c'est de se mettre dans la peau de notre adversaire. Joueur B, contre une mise de 300 jetons, il doit avoir la main gagnante 3 fois sur 7. 3 fois où il gagne 400 jetons et 4 fois où il perd 300 jetons. Il faudra donc que sur les 7 fois où on mise, on ait 4 fois les As et 3 fois la paire de 4. C'est-à-dire qu'on devrait miser la paire de 4 3 fois sur 4. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on mise cette même paire de 4 beaucoup plus souvent que quand on mise avec un sizing plus petit. Et évidemment, le résultat est le même pour notre adversaire, joueur B. Pour lui, suivre ou se coucher, c'est deux actions qui ont la même expected value. Par contre, en tant qu'agresseur, on va miser plus souvent nos bluffs que quand on mise avec un petit sizing et donc gagner plus de jetons sur le long terme. Et ça, c'est une notion complexe à prendre en compte, mais si on suit cette logique, quand on a dans notre range des mains nutsées que notre adversaire n'a pas dans sa range, on peut se permettre des gros overbets avec nos mains en value et nos mains en bluff. La première notion, c'est qu'avec une main moyenne, une main de catégorie 2, il faut le plus souvent jouer passivement, c'est-à-dire checker. Avec une range polarisée, on veut équilibrer nos mains en value et nos mains en bluff par rapport à notre sizing et en fonction du choix qu'on va laisser à notre adversaire.
Le fait d'avoir dans sa range des mains nutsées que notre adversaire n'a pas dans la sienne, ça peut être une bonne occasion d'overbet le pot en bluff ou en value, parce que ça permet de miser plus souvent. Voilà pour aujourd'hui. Le solver, il est surtout utile pour vérifier que nos notions de base, elles sont maîtrisées, parce que si nous, on peut faire des erreurs, le solver, lui, il en fait jamais. C'est pour ça qu'une étude régulière de certaines mains est très utile pour comparer le résultat du solver à notre logique. La GTO, c'est donc l'étude de ce qu'on devrait faire dans le cas où on n'a aucune information sur notre adversaire. C'est notre plan de jeu par défaut. Progresser dans la GTO, ça nous donne un plan général à suivre et c'est pour ça qu'on l'étudie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour voir les prochaines. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez des questions. Allez aussi faire un tour sur le site tutopoker.fr, vous trouverez les mêmes cours avec des quiz et des fiches techniques. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine et vous souhaite comme d'habitude de rester patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.